S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes là? Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Donc, sinon, on va Bien. enchaîner. C'est-à-dire, après avoir vu la pratique d'audit, c'est-à-dire la démarche, comment se déroule, si vous voulez, une mission d'audit à partir de la phase de prise de connaissance jusqu'à la phase résultat. Et je récapitule, la phase résultat va donner lieu à un rapport d'audit, c'est-à-dire en matière d'audit comptable financier, on parle d'une opinion d'audit. C'est-à-dire, lorsque je vous dis formulation d'une opinion, c'est la rédaction du rapport d'audit. Dans ce rapport, bien sûr, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va exprimer? Il va exprimer tous les constats qui ont été effectués, c'est-à-dire, par exemple, en matière d'irrégularité de comptabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des erreurs comptables, est-ce qu'il y a des irrégularités comptables? Et parallèlement, bien sûr, il doit proposer les recommandations nécessaires. D'accord? Donc, normalement, les recommandations, c'est-à-dire c'est comment améliorer ces irrégularités ou bien les corrections que l'entreprise doit apporter pour avoir une comptabilité qui reflète ce qu'on appelle l'image fidèle. Ce qu'on va voir dans ce point, c'est les outils et techniques de l'audit interne, c'est-à-dire comment elle pourra détecter ces anomalies et comment il pourra réaliser son travail. Ce sont les outils de travail. Bien. Donc, dans ces outils, normalement, on va voir, si vous voulez, les techniques suivantes. Ça, s'il vous plaît, vous allez trouver pour la première fois des expressions nouvelles. Ce sont des expressions spécifiques à l'audit. Donc, nous avons le premier outil, c'est l'examen analytique ou revue analytique. Nous avons l'observation physique. Nous avons la circularisation des tiers ou bien la confirmation des tiers. Nous avons validation par rapport aux pièces justificatives. Nous avons les recoupements internes, l'appréciation des évaluations et la lettre d'affirmation. S'il vous plaît, ici, j'ai essayé de vous donner ces outils, mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que l'auditeur n'est pas obligé d'utiliser tous ces outils en même temps. D'ailleurs, lorsque je vais vous expliquer, parfois, on peut les faire de manière spontanée. Par exemple, lorsque je dis l'observation physique, vous savez très bien, par exemple, que pour vérifier un élément du bilan, l'auditeur doit vérifier l'existence physique de cet élément, par exemple. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque je parle d'audit des immobilisations, l'audit des immobilisations, ça veut dire l'auditeur, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher, par exemple, est-ce que l'immobilisation qui figure dans le bilan appartient vraiment à l'entreprise? Elle a le principe de propriété. Il doit vérifier, par exemple, est-ce que l'immobilisation qui figure au bilan, c'est une immobilisation qui existe vraiment au sein de l'entreprise? Il va vérifier est-ce que l'entreprise, par exemple, elle a bien respecté le principe de coût historique en comptabilisant la valeur d'entrée de l'IMO? Est-ce que l'entreprise pratique l'amortissement en retenant le principe de permanence des méthodes? Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, ça, c'est une évidence. Pourquoi faire? C'est pour pouvoir se prononcer sur, si vous voulez, tout ce que nous avons vu auparavant, c'est-à-dire sur la réalité de l'opération, sur la sincérité de l'opération et sur, si vous voulez, la bonne affectation de l'opération dans le compte adéquat avec le numéro de compte adéquat et le montant adéquat. Donc, finalement, c'est comme s'il va dire, est-ce que l'opération reflète l'image fidèle de l'entreprise? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Donc, ici, vous avez un certain nombre d'outils. L'essentiel, c'est d'essayer de comprendre la signification de chaque outil. Normalement, ce sont les outils qui existent de manière générale. Donc, je commence par le premier outil, c'est l'examen analytique ou bien ce que j'appelle la revue analytique. Donc, cet examen analytique, d'ailleurs, si je reviens même à la définition de l'audit, on dit que l'audit, c'est un examen analytique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un examen qui est en même temps suivi d'une analyse pour pouvoir statuer sur une situation donnée. Donc, cet examen consiste à faire des comparaisons entre des données résultant des comptes annuels et des données antérieures, des données postérieures et prévisionnelles, des données d'entreprises similaires. C'est-à-dire,
Lorsque l'entreprise, je vous donne un exemple très simple, et ça, essayez de bien suivre avec moi, s'il vous plaît. Lorsque l'auditeur, par exemple, il contrôle le chiffre d'affaires de l'entreprise. Un examen analytique, ça veut dire quoi? Je peux comparer, par exemple, le chiffre d'affaires de cette année avec le chiffre d'affaires de l'année précédente. Si je constate, par exemple, qu'il y a soit une augmentation très, très exagérée, soit une diminution qui est trop significative. Est-ce que c'est normal, à votre avis? Qu'est-ce que ça peut cacher? C'est-à-dire si je constate que l'évolution n'est pas une évolution cohérente. Il faut demander des explications. Très bien, il faut demander des explications. Pourquoi? Parce qu'il se peut que, par exemple, soit on avait des erreurs l'année dernière, c'est-à-dire lorsque je constate que le marché est le même, c'est-à-dire nous n'avons pas, par exemple, l'entreprise n'a pas pénétré dans un marché nouveau. C'est-à-dire il y a peut-être l'auditeur peut chercher dans ce sens pour trouver pourquoi nous avons une telle différence, parce qu'il doit trouver une explication. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est comme ce que vous faites en contrôle de gestion, c'est l'analyse des écarts. Quand vous comparez, par exemple, à titre d'exemple, les prévisions avec les réalisations, et vous constatez qu'il y a un écart qui est trop significatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser cet écart pour trouver l'origine et porter les corrections nécessaires. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire au niveau de l'audit comptable, c'est-à-dire lui, ça pourra être quoi? Un indicateur de chercher dans ce compte lorsqu'il voit une évolution qui n'est pas normale d'un compte donné. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que l'auditeur, lorsqu'il revoit la comptabilité, par exemple, il constate que le chiffre d'affaires des 2 années est le même. C'est bon, donc il n'y a pas de souci. Mais pour, par exemple, le compte, je dirais achat de matières premières, le compte a doublé. Donc, qu'est-ce que vous constatez là? C'est-à-dire, il va constater une augmentation trop importante de charges, alors que le chiffre d'affaires est le même. Ici, il doit se poser la question. Pourquoi l'entreprise a réalisé une telle opération? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas de détournement d'opération? Est-ce qu'il n'y a pas une opération fictive? Ou bien ça peut être tout simplement une occasion pour l'entreprise qui s'est présentée, c'est-à-dire une réduction de prix par exemple, et l'entreprise s'est approvisionnée en matières premières d'une quantité trop suffisante. Est-ce que vous avez compris? Ça ne veut pas dire ici que lorsque vous trouvez, si vous voulez, un écart, que s'il y a un problème, mais l'auditeur doit chercher. Ça peut être normal comme ça peut être source d'irrégularité ou source d'anomalie. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. D'accord? Donc, très bien. C'est-à-dire tout ce qui apparaît anormal doit attirer l'attention de l'auditeur. Je dis bien attirer son attention. Il se peut que c'est la réalité, donc c'est bon. Mais si, par exemple, ça cache quelque chose, l'auditeur, bien sûr, il doit la détecter. Donc, ce que j'ai fait pour les éléments antérieurs, c'est le cas pour les éléments prévisionnels, par exemple. Lorsque l'entreprise a une comptabilité prévisionnelle. Et dans ce cas, il constate les réalisations. Il peut faire le même travail que fait le contrôleur de gestion, mais l'auditeur, dans ce sens, juste de pouvoir détecter les anomalies comptables. Ce n'est pas les anomalies de gestion. D'accord? Il peut le faire, par exemple, par rapport à d'entreprises similaires. Ça dépend des cas. C'est-à-dire, s'il constate, par exemple, un chiffre d'affaires et qui suscite pour lui des questionnements, il peut voir, par exemple, le chiffre d'affaires des entreprises similaires. S'il constate un grand écart, il peut chercher pourquoi. C'est-à-dire, si l'entreprise, par exemple, lorsque je dis entreprise similaire, ça veut dire une entreprise de même taille, une entreprise qui agit dans la même activité, dans les mêmes conditions. Donc, s'il constate que, par exemple, le chiffre d'affaires de l'entreprise représente, je dirais, le triple de celui des entreprises similaires, l'auditeur doit chercher la cause ou bien l'inverse. Si le chiffre d'affaires de l'entreprise est bien trop inférieur au chiffre d'affaires, bien sûr, des entreprises similaires. Très bien. Donc ici, c'est ce que je viens de dire, c'est pour analyser les fluctuations et les tendances et analyser les éléments inhabituels résultant de ces comparaisons. Donc c'est ça le but, c'est ce que je viens de dire. D'accord?
Donc, normalement, cette technique, elle pourra être utilisée pour le contrôle de compte, pour la prise de connaissance générale, pour comprendre bien sûr la situation actuelle de l'entreprise et pour surtout l'examen des comptes annuels. Très bien. Est-ce que vous avez compris l'examen analytique ou la revue analytique? Ça va? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, les avantages, d'ailleurs, c'est ce que je viens de dire. Seulement ici, j'essaie de vous écrire tout. Comme ça, si vous révisez, vous aurez toutes les informations. Normalement, ici, c'est l'identification des éléments significatifs. Donc, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire pouvoir détecter les éléments particuliers de l'exercice. C'est dans le cas, par exemple, de la création d'une nouvelle ligne de produit. C'est-à-dire parce que ça nous permet de dire, parce que vous savez que parfois pour l'entreprise, elle réalise un investissement donné, elle a besoin d'un audit pour savoir est-ce qu'elle est capable de le faire ou pas. Ouverture d'une nouvelle entité géographique ou juridique, c'est toujours dans le cadre d'une extension, et la mise en place d'un nouveau système, par exemple. Ça permet aussi de vérifier la régularité et de la sincérité pour des comptes de charges de produits d'actifs de passifs représentant des montants faibles ou bien au contraire, représentant des montants trop importants. Et bien sûr, il nous permet surtout de vérifier la cohérence des comptes. Parce que vous savez que l'examen de cohérence ou bien le test de cohérence, c'est le test qui concerne surtout les comptes comptables et c'est la vraie mission de l'audit comptable et financier. Très bien. Donc, technique d'examen analytique. Normalement, l'outil, c'est la revue analytique ou l'examen analytique. Maintenant, la technique. Comment? D'ailleurs, tout ça, je viens de le dire. Seulement, j'essaie de donner quelques concepts spécifiques à l'audit. Nous avons le premier ou bien la première technique, c'est la revue de vraisemblance. Ça aussi, c'est un terme qu'on utilise en audit. C'est quoi la revue de vraisemblance? C'est tout simplement ce que je venais de dire, c'est de pouvoir toujours identifier les éléments qui sont a priori anormaux. Très bien. S'il vous plaît, avant de vous montrer moi, qui peut me donner un exemple? C'est-à-dire, vous regardez la comptabilité, dites-moi par exemple un cas qui peut vous paraître anormal en comptabilité dans les comptes et qui doit attirer votre attention. Juste à partir de la seule lecture de la comptabilité. Vous regardez les comptes et vous allez essayer de dire que ça, c'est anormal. Qui peut me donner un exemple, s'il vous plaît? Pour voir si vous avez compris. Les frais de déplacement? Pardon? Les frais de déplacement, par exemple? Très bien. C'est-à-dire, si vous constatez, par exemple, les frais de déplacement, le montant est trop important ou bien est égal à un pourcentage trop important par rapport au chiffre d'affaires. Très bien. Quoi d'autre? Madame, par exemple, un montant très important dans le compte caisse. Oui, un montant trop important du compte de caisse. Très bien. Mais quand vous dites trop important, par rapport à quoi normalement? Par rapport au... Aux pièces justifiées par la caisse. Pardon? Parce que quand vous dites trop important, vous avez raison. Trop important, c'est par rapport à quoi, à votre avis? Par rapport au solde, madame? Quel solde? Solde de la caisse, à la fin de l'année, par exemple. Ou bien par rapport aux produits de l'entreprise. Non, parce que quand vous parlez par rapport au solde, donc ça peut cacher ici pardon, une erreur comptable, c'est-à-dire, c'est juste une erreur. Mais celle-là, non, c'est une situation réelle, mais c'est une situation anormale, c'est-à-dire qui va vous attirer. Loin de là, puisque vous avez parlé de caisse, qu'est-ce qui va peut-être va être anormal pour attirer l'auditeur? Quand vous avez par exemple le compte caisse créditeur, est-ce que c'est possible? Non, madame. Elle est toujours Voilà. digitale. Est-ce que vous avez compris?
C'est-à-dire, quand je parle de revue de vraisemblance, c'est juste à partir de la première, la vraisemblance, c'est-à-dire juste à partir du regard de la comptabilité, il y a des choses qui peuvent m'attirer parce qu'ils sont anormales. Ce n'est pas après analyse. Par exemple, un compte qui doit être débiteur, mais on le constate créditeur. Donc, on doit chercher pourquoi automatiquement. Et surtout les comptes qui ne peuvent pas être créditeurs, par exemple. Par contre, parfois, je peux pousser l'analyse plus loin. On a comme un exemple très simple. Lorsque je trouve, par exemple, un compte client qui est créditeur, qu'est-ce que ça peut cacher? Qu'on doit de l'argent à ce client. Très bien. Qu'on doit de l'argent à ce client. C'est-à-dire, est-ce que c'est anormal? Normalement, oui. Bien. Mais normalement, dans quel cas on peut avoir de l'argent pour les clients? C'est dans le cas des avancées à compte. Parce que lorsque les clients nous donnent des avancées à compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici l'entreprise lui doit de l'argent tant qu'il n'a pas livré la marchandise ou bien les produits en question. Donc, ici, lorsque je vois par exemple un compte client créditeur, je peux dire que c'est possible, mais l'entreprise a utilisé le mauvais compte. Parce qu'il n'a pas dans ce cas le droit d'utiliser un compte de la classe 3, mais il doit utiliser un compte de la classe 4. C'est avance et à compte sur commande d'exploitation. C'est-à-dire ce sont des avances reçues. Est-ce que c'est clair? Mais peut-être le comptable. Pardon? Oui? Cet exemple, seulement lorsque dans la procédure, il y a que le client doit verser la compte. Mais si l'entreprise n'exige pas l'avance, donc là, c'est le test de conformité qui va faire défaut. Très bien. Voilà, très bien. C'est-à-dire, si par exemple, dans la procédure, vous avez que pour les ventes de l'entreprise, tous les paiements doivent être effectués au comptant. Donc, il n'y a pas d'avance d'acompte, et je dirais même au comptant, c'est-à-dire vous avez une partie à créance, c'est-à-dire à crédit. Mais vous n'avez pas d'avance dans les procédures. Dans ce cas, quand vous trouvez des avances, c'est quoi? Et si vous allez dire, soit c'est une défaillance de la procédure, c'est-à-dire ça n'existe pas dans la procédure, mais vous les pratiquez quand même. Donc, il faut corriger la procédure. Soit c'est une anomalie, c'est-à-dire la procédure ne le dit pas, vous ne travaillez pas avec, mais c'était juste un cas, par exemple, ou bien une erreur à partir de qu'a fait le comptable. Donc, ici, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit pourquoi, parce qu'à vrai dire, ces techniques, ils vont faciliter le travail à l'auditeur. Parce que, regardez, moi, je peux vous donner un exemple très simple. Supposons qu'on est dans une grande boîte, par exemple. Vous pouvez imaginer le nombre d'opérations qui se font dans l'année. Donc, l'auditeur comptable ne va pas perdre le temps à vérifier tous les comptes. C'est pourquoi, normalement, la première c'est-à-dire la première étape, c'est cette lecture sommaire. Lorsque je dis une lecture sommaire, c'est-à-dire je prends la comptabilité, je la vois, et tout ce qui est anormal doit attirer mon attention. D'accord? Donc, pourquoi? Comme ça peut être pour moi un élément sélectif pour choisir les comptes que je vais contrôler de manière très approfondie. Vous avez compris. Donc, finalement, c'est ça. Donc, c'est ce que vous avez là. Parfois, on peut aller au-delà parce que vous savez, au niveau des normes comptables, que normalement, tous les clients doivent être individualisés. Je dois avoir une balance âgée des clients. Il y a des clients avec normalement, vous savez, actuellement, il y a l'obligation de l'ICE, l'identifiant commun des entreprises. Il y a des l'ICE dans les factures. Je dois avoir aussi le nom du client, c'est-à-dire je ne pourrais pas tout accepter ce qu'on appelle des clients anonymes. Donc, par exemple, lorsque je vois un libellé incohérent, c'est-à-dire je vois une opération, mais je vois que le libellé de l'opération ne traduit pas l'opération elle-même, ça doit attirer mon attention. D'accord? Donc, finalement, cette technique, il va permettre à l'auditeur d'expliciter principalement les anomalies flagrantes. C'est-à-dire, juste à partir de la lecture, je pourrais détecter les anomalies qui peuvent apparaître dans la comptabilité. Bien. Est-ce que vous avez compris? Madame, oui. Aussi des charges salariales trop élevées peuvent attirer notre attention.
Bien sûr. Mais quand vous dites les charges salariales trop élevées, comment je peux les savoir? Soit par rapport, par exemple, à l'exercice précédent. Parce que vous savez que normalement, lorsqu'on parle de documents comptables, en général, on doit avoir une lecture, c'est pas année par année, mais toujours. D'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà fait en analyse financière, c'est qu'on se base sur, par exemple, 4 ans pour avoir un petit peu l'évolution des valeurs. D'accord? Et toujours d'ailleurs, dans les documents financiers, je compare toujours le document de cette année par rapport au document de l'année N-1. Voilà, c'est une information, très bien. C'est-à-dire, si par exemple l'auditeur constate que les charges salariales, par exemple, ont doublé cette année, alors que le chiffre d'affaires est le même. Et Oui, s'il doit se poser la question, pourquoi? Parce que parfois, il se peut qu'il n'y a pas une anomalie comptable. C'est-à-dire, la comptabilité, c'est ça, vraiment, elles sont doublées. Mais il doit avertir l'entreprise sur un risque. C'est-à-dire, peut-être nous avons ici un problème de gestion, ce n'est pas un problème de comptabilité. Est-ce que vous avez compris? oui, C'est-à-dire qu'il madame. peut accompagner ce que j'appelle l'audit opérationnel. C'est-à-dire c'est un problème au niveau de la politique de recrutement de l'entreprise. Ici, il doit se poser la question, pourquoi l'entreprise, par exemple, la charge salariale a augmenté? Est-ce qu'il y avait des recrutements au cours de l'année? Pourquoi l'entreprise a fait des recrutements? Est-ce qu'il y avait, par exemple, des projections pour l'avenir, comme quoi l'entreprise va augmenter son activité? L'essentiel, c'est-à-dire lorsqu'on fait ces constats, c'est pas toujours parce qu'il y a des problèmes, non, mais juste l'auditeur, il doit s'assurer sur, si vous voulez, la réalité et sur la faisabilité de ces éléments et leur sincérité dans le temps et dans l'espace, et bien sûr, leur contribution à l'intérêt de l'entreprise. Sinon, son rôle est d'avertir l'entreprise sur les risques éventuels, parce que finalement, c'est ça le rôle de l'auditeur comptable et financier. D'accord? Oui, Très bien. madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, voilà, nous avons la comparaison des données absolues, c'est ce que je viens de vous dire. La comparaison des données relatives, c'est-à-dire en termes de ratio, par exemple. D'ailleurs, ça, je vous l'avais dit. Et vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire quand, par exemple, je prends un compte de charge par rapport à un compte de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est très important. D'ailleurs, Alain champole toujours cette relation parce que lorsque je prends un ratio, vous connaissez ce que veut dire un ratio, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut me donner la définition? C'est un rapport entre deux indicateurs. Très bien. Un rapport entre deux grandeurs. Mais quelle est la caractéristique principale entre ces deux grandeurs? Comme ce que vous faites, par exemple, en analyse financière. Parce que vous savez, l'analyse financière par la technique des ratios. Donnez-moi un exemple de ratio, par exemple. Les charges, par exemple, sur le chiffre d'affaires, par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Très bien. Ça peut nous indiquer sur quoi, par exemple? Lorsque je dis charge sur le chiffre d'affaires, s'il vous plaît, je peux pas, je vais vous donner un exemple, c'est à vous de constater la différence. Comme par exemple, charge sur le chiffre d'affaires, charge sur le capital. Est-ce que le ratio charge d'exploitation sur le capital, c'est un ratio significatif? Hein? Non, madame. Très bien. Il n'est pas significatif. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une corrélation ou bien un lien de causalité entre le numérateur et le dénominateur. Parce que le capital est dans le bilan et les charges dans le CPC. Non, ce n'est pas question dans le bilan, mais parfois je peux avoir un compte de bilan, un compte de CPC. C'est possible. C'est-à-dire je peux avoir par exemple achat sur le stock pour savoir, c'est-à-dire l'achat par rapport à ce qu'on a dans le stock. Est-ce que vous avez compris? Mais ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'il faut voir élément par élément. Est-ce qu'il y a une relation de causalité entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que les charges sont engagées en fonction du capital? Ou bien est-ce que les charges, ils ont une relation directe avec le capital? Non. Le capital, normalement, c'est une notion intangible. Le capital, on l'utilise pour pouvoir, s'il vous plaît, financer l'actif. L'actif économique qui va être utilisé, c'est ça qui va générer les charges. Est-ce que vous avez compris? Donc, lorsque je parle d'un ratio, ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, ce qu'il faut faire attention,
c'est que toujours je dois choisir un ratio significatif parce que sinon ça n'a aucun sens. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une relation entre le numérateur et le dénominateur. Par contre, si je prends par exemple le résultat de l'exercice sur le capital, ça c'est à quel indicateur celui-là? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Le résultat, ou bien je dis même le résultat net sur le chiffre d'affaires, pardon, sur le capital. D'ailleurs, regardez, je vais vous donner deux choses. Si je vous dis résultat, dites-moi, vous avez fait les ratios en analyse financière? Oui, Hein? madame. Oui, madame. Très bien. Donc, quand je vous dis le résultat net sur le chiffre d'affaires, est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires qui rapporte le résultat net? Non, maman. Non, madame. Très bien. Donc, le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il nous donne? Le résultat Non, le chiffre d'exploitation. d'affaires, qu'est-ce qu'il nous donne? Le chiffre d'affaires. Les ventes Le Qu'est-ce réalisées. qu'il nous donne? d'exploitation. C'est le résultat d'exploitation. Très bien. Donc, le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires, c'est la rentabilité commerciale. C'est un indicateur de rentabilité. Oui. C'est-à-dire chaque dirham vendu, il nous rapporte combien de résultats? Pourquoi? Parce que le résultat net, c'est la somme de résultats d'exploitation, de résultats financiers et de résultats non courants. Non, non. Or, le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec le résultat financier, le résultat non courant. Très bien. Mais lorsque je prends le résultat net sur le capital, c'est un ratio significatif, Alèche, parce qu'il mesure la rentabilité financière, c'est-à-dire un dirham de capital investi rapporte combien de résultats. Et cette information, il intéresse qui? Il intéresse surtout les actionnaires. Parce que moi, actionnaire, par exemple, je place mes fonds dans une société. Je dois savoir est-ce que cet investissement est rentable ou non, en fonction de quoi? En fonction du résultat net, bien sûr. Est-ce que vous avez compris? Donc, s'il vous plaît, ça vous faites attention. C'est-à-dire, quand vous prenez, par exemple, la technique de la comparaison des données, on prend certains ratios. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces ratios-là que l'auditeur va définir ce qu'on appelle le seuil de signification. Ça veut dire, quel est le niveau normal? Par exemple, si je dis une charge par rapport au chiffre d'affaires, ne doit pas dépasser un seuil, 30% par exemple. D'où vient 30%? C'est un seuil qui est défini par l'auditeur, soit suite à l'expérience, parce qu'il n'y a pas une formule spécifique, soit suite à la cohérence des éléments. Si par exemple, lui, il constate que la charge dépasse largement les 30%, il va dire que ça, c'est une zone de risque, il faut approfondir l'analyse. Est-ce que vous avez compris? Donc, toujours pour faire cet examen analytique, et on fait cette comparaison dans le temps, je peux la faire soit en fonction des valeurs absolues, yani la valeur en tant que telle, par exemple un chiffre d'affaires de 200 000 par rapport à un chiffre d'affaires de 100 000, soit je peux faire cette comparaison avec des données relatives en essayant de confectionner des ratios, mais des ratios qui doivent être utilisables bien sûr et utiles pour la société. D'accord? Vous avez le dernier point bien sûr, c'est l'analyse des tendances. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Pour savoir est-ce que la tendance est normale ou bien vous avez une progression qui est anormale, c'est-à-dire une hausse exagérée d'une charge sans aucune raison, ou bien je peux avoir l'inverse, une augmentation de produits, c'est-à-dire qui n'est pas bien expliquée, ou bien une chute des produits qui n'est pas bien expliquée. Donc finalement, c'est ça ce que j'appelle la cohérence. C'est-à-dire, et vous savez que normalement ce travail, il est fait par l'auditeur à la fin de chaque année, déjà à partir de la lecture des documents de synthèse. C'est ce qu'on a, c'est pourquoi d'ailleurs une étape, on parle des travaux de clôture. Ces travaux consistent tout simplement à lire la comptabilité et pouvoir dégager toutes ces anomalies qui peuvent être dues tout simplement à des constatations de faits anormaux. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Donc, voilà pour l'examen analytique ou bien la revue analytique. Donc, je vais passer au deuxième outil, c'est l'observation physique. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit. Cette observation physique, bien sûr, elle consiste
l'examen des procédures, de leur mise en œuvre. C'est notamment l'un des moyens utilisés pour s'assurer de l'existence d'un actif. Très bien, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il vous plaît, par exemple, parce que pour l'existence physique, vous comprenez que ça ne concerne que l'actif. Parce que l'actif, c'est lui qui traduit les éléments de patrimoine de l'entreprise. Et d'ailleurs, pour cette observation physique, n'oubliez pas, c'est ça qui nous donne l'obligation de faire un inventaire physique à la fin de l'année. Et vous savez très bien que l'inventaire physique, c'est vrai, vous connaissez pour le stock, c'est-à-dire on doit faire un inventaire physique du stock, mais en réalité, dans certains cas, on doit faire un inventaire physique de tout ce qui existe dans l'actif. D'accord? C'est-à-dire un inventaire des immobilisations. Ça, c'est dans le cadre général, mais parfois de manière bien spécifique. Si l'auditeur, par exemple, il fait un audit des IMO, il faut tout d'abord savoir est-ce que ces immobilisations existent réellement au sein de l'entreprise. Et s'il vous plaît, et lorsque je parle de l'existence physique, c'est pas seulement la présence, mais aussi la propriété. Parce que vous savez au Maroc que les biens qui doivent figurer dans la comptabilité doivent être à la propriété de l'entreprise. Pourquoi je dis au Maroc? Parce que dans les normes IFRS, les biens financés par crédit bail peuvent exister dans la comptabilité. Il est comptabilisé. Chez nous au Maroc, le crédit bail, vous savez qu'il n'est pas comptabilisé. C'est-à-dire si vous savez le crédit bail, s'il vous plaît. Oui, madame. Hein? Oui, madame. Très bien. C'est-à-dire si l'entreprise, par exemple, elle a une machine qui est entrée suite à un contrat de crédit bail, normalement, la machine est là, elle existe physiquement, mais elle ne doit pas figurer dans la comptabilité, tout simplement parce qu'il n'est pas à la propriété de l'entreprise. C'est-à-dire, nous, au Maroc, nous avons ce qu'on appelle la règle de la forme qui, normalement, domine la règle de la substance. C'est-à-dire, c'est la propriété juridique qui domine sur l'existence physique. Or, dans les normes IFRS, on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire tout bien qui sert à la production ou bien à l'activité de l'entreprise, il doit figurer dans la comptabilité. Soit il est à la propriété de l'entreprise, soit il est loué. D'accord? Donc, l'observation physique, l'auditeur cherche bien sûr à savoir est-ce que tous les biens dans l'actif existent physiquement, mais en même temps sont à la propriété juridique de l'entreprise. C'est ça ce qu'il faut avoir, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous voulez, parce que normalement, ces outils peuvent être des outils complémentaires, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'IMO, dans le cas de stock, n'oubliez pas parfois même dans le cas des titres, s'il vous plaît. C'est-à-dire soit les TVP, soit les TP, les titres de participation. Si par exemple, pour le cas des TVP, les titres et valeurs de placement, lorsque l'auditeur constate des valeurs dans ce compte, il doit chercher bien sûr l'existence physique de ce portefeuille titre. Est-ce que l'entreprise possède réellement des actions? Parce que sinon, ça peut traduire juste des enregistrements fictifs pour une raison ou pour une autre. D'accord? Ou bien il peut qu'elle cache que l'entreprise a déjà vendu les titres, mais elle les maintient toujours dans la comptabilité pour gonfler l'actif. D'accord? Donc, finalement, toujours ici, pour avoir une certaine assurance sur, je dirais, la sincérité et la réalité de l'opération. Nous avons la troisième, ou bien le troisième outil, c'est la circularisation des tiers, ou ce qu'on appelle aussi, s'il vous plaît, la confirmation directe. S'il vous plaît, ça, il faut essayer de retenir les termes. Ce sont spécifiques à l'audit, mais leur signification est simple. Qu'est-ce que ça veut dire la circularisation des tiers ou bien la confirmation directe? Vous savez que l'auditeur, normalement, on a ce qu'on appelle le droit de recoupement. Je peux vous donner un exemple très simple. Normalement, vous savez la règle de la réciprocité de la comptabilité. Il y a une opération d'achat chez l'entreprise. C'est une opération de vente chez le fournisseur, par exemple, de l'entreprise. Vous suivez avec moi? Donc, parfois, l'entreprise, par exemple, il fait le contrôle de la comptabilité, il regarde soit des opérations d'achat, soit des opérations de vente, mais il y a des éléments, par exemple, qui peuvent lui attirer son attention.
C'est-à-dire soit au niveau, par exemple, lorsqu'il vérifie la facture, il constate des éléments qui sont incohérents dans la facture. S'il ne trouve pas de réponse, ou bien s'il ne trouve pas de réponse satisfaisante au sein de l'entreprise, il a le droit de faire quoi? Il a le droit de vérifier la réalité de l'opération chez un tiers. C'est qui ce tiers? C'est chez, par exemple, la personne réciproque. Par exemple, dans le cas d'une vente, normalement, l'entreprise vend à qui? À un client. Donc, l'auditeur, il peut vérifier l'opération chez les clients. C'est-à-dire, chez les clients, normalement, doit être quoi? C'est une opération d'achat. Il aura une facture d'achat. D'accord? Si, par exemple, il compare entre les deux, il trouve qu'il n'y a pas de problème, c'est ça ce qu'on appelle la confirmation directe. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, madame. Très bien. Donc, mais n'est pas toujours le cas, madame. Comme l'exemple qu'on a déjà vu, comme quoi le client, il peut refuser le contrôle de la part de l'audit de l'entreprise, l'acheteur. bien sûr. Non, c'est pas il peut refuser, mais là, d'une manière trop biaisée. C'est-à-dire, normalement, la circulation ou bien la confirmation directe, elle est donnée par les normes. Yani l'auditeur a le droit. Mais bien sûr, si le client il est de mauvaise foi, ou bien si l'entreprise elle est de mauvaise foi elle-même, elle peut dire à son client, par exemple, de ne pas lui donner l'information. Bien sûr, ici, l'auditeur n'a pas de pouvoir, mais il doit mentionner ça dans son rapport. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, oui, c'est clair. Voilà. C'est-à-dire le droit, il a d'ailleurs le contrôle fiscal. Parce que vous savez que l'administration des impôts, elle a le droit de recoupement. Le droit de recoupement. C'est-à-dire je peux vérifier l'entreprise par le biais d'une tierce personne, d'une autre partie prenante. Mais elle dit que la partie prenante, s'il n'était pas de bonne foi, il peut détourner les informations. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, c'est ça la raison pour laquelle, comme un exemple. Auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, on peut, par exemple, faire un audit. On constate quelque chose qui apparaît anormal dans les factures de vente ou bien les factures d'achat. Lorsque l'auditeur va faire le recoupement, vous savez, parfois, on ne trouve même pas avec le client. C'est le cas, par exemple, de ce que j'appelle les factures fictives. Il y a l'adresse qui se trouve dans la facture. On peut trouver une mosquée, on peut trouver une école, on peut trouver une maison. Et le client n'existe même pas. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est une irrégularité comptable. Mais à partir de 2016, vous savez qu'il y a l'obligation de l'ICE. Alors, on a instauré l'ICE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ICE, c'est une information, je pense que vous l'avez déjà vu en compta général, c'est une information qui est obligatoire sur la facture. Et donc, l'ICE, c'est quoi? C'est un identifiant commun de l'entreprise. Quand je vois l'ICE, j'aurai la certitude que le client existe réellement. Il est déjà identifié. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, merci beaucoup. Très bien. Donc, l'ICE maintenant, c'était une solution instaurée par l'administration des impôts pour pouvoir éviter quoi? Pour pouvoir éviter d'établir des factures avec des personnes fictives, soit clients, soit fournisseurs. Mais le problème qui se trouve, et d'ailleurs c'est ça le cas qu'on constate, vous savez que quand on adopte une mesure, je dirais c'est-à-dire soit de prévention, soit une mesure de lutte contre la fraude ou bien les irrégularités comptables, toujours les entreprises trouvent d'autres solutions. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis toujours en termes de criminalité financière, les criminels sont des innovateurs et elle est toujours sur le on constate actuellement quoi comme anomalie qui apparaît. D'abord, on a les clients fictifs, on les fournisseurs fictifs, mais on peut avoir des opérations fictives qui se font en réseau. Il y a l'entreprise, ça s'affecte avec le client. Je vous donne un exemple très simple. Ou bien l'entreprise, elle peut se mettre d'accord avec un fournisseur. Vous savez que l'entreprise, parfois, lorsqu'il gonfle les achats, dans quel but? C'est dans le but de réduire le résultat imposable et dans le but de récupérer les montants de la TVA. Donc, vous savez très bien que pour les achats, la TVA est récupérable. Il y a les achats, moi, je peux récupérer la TVA sur le trésor. Vous suivez avec moi. Supposons que l'entreprise elle a cette intention. Elle veut récupérer des montants de TVA trop importants. Elle peut être complice avec un fournisseur.
Vous allez me dire, le fournisseur, qu'est-ce qu'il peut gagner? Il peut gagner tout simplement que dans certains cas, il va faire pareil avec cette entreprise-là. Ou bien il va gagner une commission tout simplement. Est-ce que vous avez compris? Donc, lorsqu'on parle maintenant pour pouvoir, c'est-à-dire, si vous voulez, dans ce cas, n'oubliez pas que malgré qu'on porte des solutions, il y a toujours des réactions de la part des entreprises pour commettre. Surtout ici, je parle des irrégularités volontaires parce que c'est intentionnel, ce qu'on peut traduire par le terme de fraude carrément. Ce sont les fraudes comptables et financières. Et en général, les fraudes comptables et financières se font dans la plupart des cas par réseau. Il y a des icônes une certaine complicité entre, par exemple, le fournisseur, l'entreprise, ou bien l'entreprise et ses clients, ou bien parfois, si vous voulez, même dans le cas des banques, parce que n'oubliez pas le regroupement ou bien cette confirmation directe, il peut se faire même au niveau des banques. Par exemple, lorsque l'auditeur constate que le compte banque chez l'entreprise présente des soldes qui attirent son attention, il peut vérifier ces soldes chez la banque. Il a ce droit. Mais là encore, si la banque lui refuse, là, il n'a pas le pouvoir d'imposer cette information, par exemple. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Donc, nous avons là, si vous voulez, le quatrième outil, c'est la validation par rapport aux pièces justificatives. Voilà, donc les pièces justificatives, ça va de soi parce que vous savez que normalement au niveau de la comptabilité, que toute opération comptable doit être appuyée de pièces justificatives. Donc, et d'ailleurs, toute opération enregistrée sans pièces est considérée nulle vis-à-vis de la loi. Donc, bien sûr, la comptabilité, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations. Donc, l'auditeur, il doit être capable d'analyser la fiabilité de ces informations. Mais pour avoir plus d'assurance, il serait amené, bien sûr, à vérifier les pièces justificatives. Ici, il faut savoir, s'il vous plaît, il s'agit de quelles pièces? On peut trouver, par exemple, les pièces créées à l'extérieur de l'entreprise et gardées par elle. C'est le cas des factures fournisseurs. C'est le cas des bons de commande reçus des clients. C'est la correspondance reçue des tiers et vous avez les relevés bancaires. C'est-à-dire ici, c'est les pièces qui sont créées à l'extérieur par une tierce personne, mais qui sont gardées par l'entreprise comme matière de preuve. D'accord? Donc, bien sûr, l'intérêt de l'auditeur, c'est de vérifier ces pièces, de vérifier leur conformité avec les autres pièces pour avoir ce que j'appelle une force probante. C'est quoi la force probante? C'est-à-dire le fait que l'auditeur peut arriver à un point de dire c'est bon, j'ai l'assurance raisonnable que cette opération, elle est normale, elle est correcte. Deuxième catégorie de pièces, c'est les pièces créées par l'entreprise et qui portent la marque d'une circularisation extérieure. D'accord? C'est la confirmation des tiers. Par exemple, les effets à recevoir acceptés. Parce que les effets à recevoir acceptés, c'est l'entreprise qui crée l'effet, mais c'est le client qui doit le signer. D'accord? Les bordereaux de remise de valeur à la banque. Là aussi, il doit être signé par la banque. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ces pièces, normalement, ils ont une double force probante, c'est-à-dire celle de l'entreprise et celle de la tierce personne concernée. Par exemple, un effet à recevoir. Il y a l'entreprise qui a émis l'effet, mais en même temps, il y a la signature du client. Et cette signature du client, bien sûr, il donne une certaine confirmation que l'effet est correct. Est-ce que vous avez compris? Ça va? Oui, madame. Très bien. Ça va de soi, vous avez les doubles des bons de livraison signés et cachetés par le client. Donc, lorsque l'entreprise réalise une livraison, vous avez un bon de livraison, il doit être signé pour assurer. Donc, finalement, j'ai les pièces qui sont créées par l'entreprise, mais qui portent la marque d'une circularisation extérieure, c'est-à-dire ils sont plus probants. C'est-à-dire l'autre personne, il a confirmé que ces pièces sont exactes. Parce que, par exemple, si vous avez une livraison et le client ne signe pas,
ça, c'est un document, bien sûr, qui est anormal. Parce que je ne pourrais pas avoir, bien sûr, un bon de livraison qui n'est pas signé par le client. Parce que ça peut cacher quoi? Ça peut cacher une livraison qui n'est pas réelle. D'accord? Ou bien une livraison qui n'a pas été faite effectivement. D'accord? Bien. Donc, nous avons aussi les pièces créées par l'entreprise et adressées à des tiers, c'est les factures clients, c'est les bons de commande adressés aux fournisseurs, la correspondance adressée à des tiers, et nous avons enfin les pièces créées et retenues par l'entreprise. Il s'agit bien sûr des pièces en interne. C'est surtout, il s'agit des ordres de fabrication, les bons de sortie par exemple, et les demandes d'achat. S'il vous plaît, les bons de sortie, parce que vous savez, c'est un document en interne, par exemple, juste entre le stock, le magasin de stock et les ateliers. La demande d'achat, c'est la demande, par exemple, qui est élaborée par un service pour exprimer un besoin. Donc, ces documents-là, bien sûr, le fait qu'ils sont internes, créés par l'entreprise, gardés par elle, si vous voulez, ils n'ont pas la même force probante. يعني ما تكونش عندهم ديك la même qualité probante. لأن je peux avoir ces éléments créés par, c'est-à-dire l'entreprise, mais ils peuvent être parfois des documents fictifs. Est-ce que c'est clair? Mais quand un document est créé par l'entreprise, adressé à un tiers, ou bien il est circularisé par un tiers, c'est ce qu'on a plus de valeur, c'est-à-dire plus de notoriété, si je peux dire. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez compris jusqu'ici, s'il vous plaît? Oui, madame. C'est-à-dire ici, toujours on est au niveau d'outils, c'est-à-dire l'auditeur, à partir de ces pièces, il va chercher ce que j'appelle la force probante. C'est-à-dire que, lorsque je dis la force probante, c'est-à-dire c'est que ces documents reflètent vraiment, c'est-à-dire les opérations réelles de l'entreprise, et l'auditeur, il aura comme une certaine assurance raisonnable. C'est que, voilà, l'opération, elle est exacte, le fait qu'il est signé, qu'il est bien sûr cacheté, et ainsi de suite. Bien. Donc, nous avons les recoupements internes. Vous avez la véracité d'un élément est meilleure lorsqu'il y a différentes sources d'informations. Donc, ça, c'est en général. L'auditeur sera en effet satisfait si une opération pourra être confirmée grâce au rapprochement de chiffres ou de faits provenant de ces sources différentes. Je sais compris l'idée, ou bien est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Si vous avez bien compris, vous pourriez le faire. Qui peut me donner un exemple là-dessus? Lorsqu'on fait un rapprochement de chiffres qui peuvent provenir de sources différentes, quelles sont ces sources à votre avis? Et vous les connaissez, je suis Madame, sûre. lorsque l'entreprise Oui, oui, je Madame, t'écoute. lorsque l'entreprise demande par exemple la balance de son fournisseur ou bien de son client, elle essaie de le comparer avec les opérations qu'elle a réalisées elle-même pour vérifier La si balance AG, tu veux dire? La bien, balance c'est-à-dire- commerciale, la balance, Voilà, il y a des opérations d'achat et de vente. très bien. C'est la balance AG, c'est-à-dire parce que, par exemple, vous avez dans la comptabilité le journal le compte client ou bien les comptes fournisseurs, et vous avez dans les balances hachées, par exemple, fournisseur par fournisseur, les opérations réalisées avec ce fournisseur. Très bien. Je peux vous dire aussi les informations de la compta générale rapprochées aux informations de la compta analytique. Par exemple, pour vérifier le chiffre d'affaires comptabilisé au niveau de la comptabilité générale, il pourra être rapproché aux chiffres d'affaires qui sont constatés au niveau de la compta analytique. Parce que n'oubliez pas que la compta générale, c'est une comptabilité globale.
Donc, si par exemple, je vois que la comptabilité analytique, l'entreprise, il comptabilise des chiffres d'affaires partiels par produit, l'auditeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Normalement, la somme des chiffres d'affaires analytiques doivent donner le total du chiffre d'affaires de la compta générale. Donc, c'est un rapprochement. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. D'accord? Je peux vous donner un exemple, un autre exemple. Oui? Oui, je vous Il y a écoute. aussi l'approche entre les déclarations. Il y a aussi l'approche entre les déclarations d'impôt sur les chiffres d'affaires et la Très somme bien. comptabilisée dans le compte État. Voilà, très bien. Donc, par exemple, lorsque je prends la déclaration du chiffre d'affaires au niveau de la déclaration fiscale, le montant de chiffre d'affaires, je peux le rapprocher avec le chiffre d'affaires que j'ai. Lorsque, par exemple, dans le cadre des charges de personnel, le montant des charges de personnel, je peux le rapprocher avec quoi, par exemple? La déclaration de la CNSS. À la CNSS. Voilà. Est-ce que c'est le montant qui existe dans le montant déclaré à la CNSS? C'est-à-dire, ici, pour avoir plus de force probante, l'auditeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rapprocher des données comptables avec des données, avec ces mêmes données, mais qui sont données par un autre outil. Ce n'est pas la compta générale, d'accord? Soit la comptabilité analytique, soit si vous voulez, d'hier, par exemple, pour les salaires, je peux vérifier aussi par rapport à la déclaration d'hier, l'impôt sur les revenus. Je peux comparer, par exemple, certaines charges par rapport à la déclaration de l'IS. Vous voyez? Donc, toujours, on essaie de comparer parce que ici, pour revenir toujours à la règle, c'est que lorsque j'ai différentes sources d'informations, je peux établir ce que j'appelle une véracité meilleure. C'est-à-dire, je peux avoir une assurance que l'information est juste. Et je trouve que cette information est la même dans plusieurs sources d'informations, si vous voulez. C'est ça ce que j'appelle le recoupement interne. C'est-à-dire cette vérification. Madame, Pardon, oui? Oui, je vous écoute. Oui? cette vérification interne au sein de l'entreprise. Oui, Ce c'est interne. rapprochement. Très bien, c'est pas interne parce que l'externe, c'est la circularisation des tiers ou bien la confirmation directe. C'est-à-dire ce qui est externe. Est-ce que vous avez compris? D'abord, en interne, c'est-à-dire vous avez un élément dans la Oui, comptabilité. madame. Si vous pouvez le vérifier par une autre source d'information, c'est bien. Et ça, c'est très utilisé, surtout entre la compta analytique et la comptabilité générale. D'accord? C'est vrai que parfois, vous savez qu'il y a des différences entre les deux comptabilités, mais bien sûr, ces différences, l'auditeur, elle les connaît. C'est ce qu'on appelle les différences d'incorporation, par exemple. Donc, lorsqu'il veut chercher cette source d'information, il doit prendre en considération les ressources. Mais par exemple, pour le chiffre d'affaires, il ne doit pas y avoir de différence. C'est-à-dire le chiffre d'affaires normalement de la compta analytique. C'est vrai qu'il est, c'est-à-dire, je dirais partiel, parce que ça, on peut avoir par exemple un chiffre d'affaires par produit. Si je dois faire la somme de tous les produits, ça doit me donner le chiffre d'affaires que j'ai dans la compta générale. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Si par exemple, dans certains cas, je dirais les sorties du stock, les sorties de matière de stock, c'est-à-dire c'est la matière consommée au niveau de la compta analytique. Normalement, ça doit être la même chose que la matière consommée au niveau de la compta générale. Donc, vous voyez, c'est-à-dire il peut faire des rapprochements dans ce sens. D'accord? Mais en interne, tout simplement. Parce qu'en externe, c'est la circularisation des tiers ou bien la confirmation des tiers. Ça va? C'est bon, s'il vous plaît? Très bien. Donc, je vais passer maintenant s'il vous plaît, à l'outil suivant. C'est l'appréciation des évaluations. Normalement, pour certains postes, il suffit à l'auditeur d'en vérifier l'existence sans pour autant que leur expression en unité monétaire ne pose problème. D'ailleurs, ici, si je prends le cas de la banque de la caisse, bien sûr, ne pose pas problème parce que ce sont données en unité monétaire. Il y a des sommes d'argent, par exemple. D'accord? S'il vous plaît, donc, l'appréciation des évaluations, c'est-à-dire, je vérifie l'existence, mais le montant, il est là. Par contre, pour certains postes, ce contrôle d'existence va être accompagné par un contrôle d'évaluation, c'est-à-dire, dites le stock, qui n'a l'existence, mais
je dois savoir comment évaluer le stock, quelle est la valeur réelle de ce stock. C'est le cas des immobilisations et c'est le cas des créances. Donc, finalement, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, lorsque je parle d'appréciation des évaluations, je peux avoir deux situations, soit seulement Madame, l'existence, oui, Madame, il s'il n'y a pas vous de plaît. partage. Euh, Partage d'écran. Voilà. réel pour ce diapo. Hein? Oui, Oui, madame. madame. Très bien, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté, c'est bon, je vais le refaire. Et maintenant, c'est bon? Hein? Oui, c'est bon, S'il madame. vous plaît. C'est bon? Très bien. Donc, je répète, l'appréciation des évaluations. Normalement, pour certains postes, je répète, il suffit de vérifier l'existence. يعني l'existence ديالهم bancaise علاش parce que si je dis banque les montants sont évalués en dirhams مانيش un مشكل d'évaluation. La caisse pareil, c'est-à-dire le montant qu'il y a de la caisse, c'est le montant qu'il y a dans la caisse, la 100 000 à 100 000. Mais pour d'autres postes, où il y a un double travail, c'est le contrôle de l'existence, يعني واش l'élément existe, et encore une appréciation de l'évaluation. Je dois savoir comment évaluer les éléments d'actifs. Par exemple, dans le cas de stock, l'auditeur il doit essayer de savoir est-ce que l'évaluation du stock c'est une évaluation correcte. Le cas des immobilisations aussi. Il doit savoir est-ce que l'évaluation de ces immobilisations sont des évaluations correctes. Et le cas de créance. Est-ce que vous avez compris? Donc finalement, là aussi, au niveau d'appréciation d'évaluation, l'auditeur doit savoir, c'est-à-dire vérifier en même temps l'existence, mais en même temps l'évaluation correcte de tous ces éléments-là. Bien sûr, pour pouvoir détecter toutes les anomalies susceptibles d'apparaître, soit des anomalies à la hausse, soit à la baisse, bien sûr. Très bien. Je passe au dernier outil, c'est la lettre d'affirmation. Donc, en fait, ça, ce n'est pas un outil, mais si vous voulez, c'est la synthèse de tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, après avoir fait tout ce travail, l'auditeur peut, si vous voulez, établir ce que j'appelle la lettre d'affirmation. C'est un document qui récapitule et complète à la fin des travaux certaines déclarations importantes ayant une incidence sur les projets de conclusion de l'auditeur. Elle porte sur les états de synthèse examinés et sur des éléments spécifiques pour lesquels l'auditeur ne peut obtenir d'éléments suffisamment probants. C'est-à-dire, après avoir effectué tout ce travail, c'est-à-dire tout le contrôle par ces outils, d'ailleurs, il y avait une d'entre vous qui m'a dit tout à l'heure, il se peut qu'une personne refuse de lui donner l'information, c'est possible. L'auditeur, il doit bien sûr établir ça dans la lettre d'affirmation. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il doit aviser les responsables sur leurs responsabilités. C'est-à-dire si par exemple, il n'arrive pas à avoir une information pour statuer sur un fait, ce n'est pas l'auditeur qui est responsable, mais c'est les gestionnaires qui sont responsables. Mais s'il vous plaît, juste une petite remarque. La lettre d'affirmation, il ne remplace pas le rapport d'audit. On l'a fait de manière préalable avant de rédiger le rapport d'audit. C'est-à-dire la lettre d'affirmation, il doit être envoyé au mandataire. Normalement, voilà ce que j'ai fait de manière générale, voilà les insuffisances que j'ai rencontrées, mais qui ne sont pas dues à l'auditeur, qui sont dues bien sûr aux informations qui lui sont données. Et bien sûr, après, il va rédiger un rapport. C'est le rapport final de l'audit. Mais la lettre d'affirmation, juste, il va expliquer aux gestionnaires et aux responsables leurs responsabilités, bien sûr, en la matière, dans le cas d'insuffisance d'information ou bien dans le cas où l'auditeur constate, c'est-à-dire qu'il y a un manque de communication ou bien un manque d'information de la part de l'entreprise auditée. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Non, madame, c'est clair. Très bien. Madame, Donc, cette lettre d'affirmation peut être modifiée ou bien rectifiée après la consultation du mandataire? c'est possible, c'est-à-dire s'il peut trouver des explications plus approfondies. D'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, au niveau de la démarche, nous l'avons dit, parce que vous avez, au niveau de la phase conclusion, dit une première réunion.
Avec la première réunion que fait l'auditeur, c'est une réunion préalable. Qu'est-ce qu'il veut? Il cherche à comprendre. À comprendre certains éléments pour pouvoir établir son rapport de manière définitive. Donc, si par exemple, à travers cette lettre d'affirmation, l'auditeur il a pu trouver des réponses, alors automatiquement, ces réponses ils doivent être prises en considération dans le rapport final d'audit. Est-ce que c'est clair? Le but de ça, c'est d'avoir finalement un rapport final d'audit qui est un rapport qui est bien fiable et bien cohérent. Bien sûr. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire ici, pour ne pas vraiment rédiger le rapport à la hâte. C'est-à-dire l'auditeur laisse rédiger le rapport, par exemple, il peut donner ce rapport au mandataire à que non, nous, on avait ces réponses. Mais vous ne les avez pas demandées. Est-ce que vous avez compris? C'est la raison pour laquelle toujours c'est de la lettre d'affirmation pour, c'est-à-dire expliquer les responsabilités au mandataire. D'ailleurs, ce n'est pas toujours possible. Bon, ça dépend des cas. Hein. Mais si, par exemple, l'auditeur n'a pas eu assez d'éléments probants, c'est-à-dire un de chic dans certains éléments, tout simplement, il avait des doutes. Il va établir cette lettre d'affirmation, si vous voulez, pour dégager toute responsabilité. Yani, la responsabilité de l'auditeur, lui, parce qu'il a une responsabilité de moyens, donc il doit mettre tout pour avoir un rapport d'audit final qui ne doit pas, bien sûr, être refusé ou bien être critiqué par le mandataire. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Merci beaucoup. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Non, madame. C'est bon? Donc, s'il vous plaît, normalement, il nous reste juste, maintenant, on va passer au contrôle des comptes. C'est-à-dire, je vais voir avec vous quelques comptes réels, comment peut-on les contrôler. Après, on va passer, bien sûr, à quelques applications, c'est-à-dire sur le plan audit comptable et financier. Avant de voir, bien sûr, je dirais un cas sur l'audit opérationnel. Comment peut-on réaliser une mission d'audit opérationnel ou bien à partir de ce qu'on appelle les flowcharts, c'est-à-dire c'est les procédures d'achat ou bien les procédures de vente. Voilà, si vous voulez, ce qui nous reste dans le programme avant de, bien sûr, traiter des examens blancs avant l'examen, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. D'ailleurs, s'il vous plaît, pour la séance d'hier, je vais programmer un rattrapage. Je pense que je vais le laisser jusqu'après Ramadan, Inch'Allah, parce que je vois que le taux de présence, il est trop faible. D'accord? Très bien. Mais s'il vous plaît, donc ça, vous assumez votre responsabilité, c'est-à-dire moi, je fais mon cours. Les personnes présentes, bien sûr, ils sont là. D'accord? Très bien. Donc, s'il vous plaît, vous avez maintenant tous les documents, vous avez l'occasion de les lire pour pouvoir, bien sûr, préparer les questions. Comme ça, au moment des révisions ou bien au moment de l'examen blanc, vous pourrez, bien sûr, savoir est-ce que vous avez pu assimiler le cours ou non. D'accord? D'accord, Très madame. bien. Est-ce que vous avez des questions, s'il D'accord, vous plaît? madame. Non, Non, madame. Très madame, bien. c'est clair. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on aura une autre séance la semaine prochaine ou bien ça serait l'Eid. Dans tous les cas, je vous dis bonne fête et à bientôt, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Merci, Donc, bonne madame. journée, s'il vous plaît. À Merci. vous aussi, madame. Merci, À madame. vous aussi, madame. Au revoir. Merci. Je vous en prie. Au revoir.